Bonjour et bienvenue. Le Cameroun est à un tournant. On est à la veille d'élections municipales, législatives et l'ambiance est, on peut le dire, électrique. Absolument. Mais quand on regarde les documents qu'on a sur la table, on voit que l'enjeu va bien au-delà des slogans. Oui, on n'est pas juste en train de choisir des maires ou des députés. Non, c'est plus profond. On parle de l'ADN même de l'État camerounais pour les années et même les décennies à venir. C'est ça. Ce qui est frappant dans nos sources, c'est que le débat politique bascule vers une question presque existentielle pour le pays. Et au cœur de cette question, il y a une expression qui revient sans cesse, portée notamment par le parti PCRN. Le fédéralisme communautaire. Exactement. C'est un terme qui, à première vue, sonne assez moderne, n'est-ce pas ? Presque séduisant. Fédéralisme, ça évoque l'autonomie, la proximité. Et communautaire, ça semble valoriser les identités, les cultures locales. Oui, mais l'analyse critique qu'on va explorer aujourd'hui, elle, tire une véritable sonnette d'alarme. Elle ne voit pas ça comme une simple proposition politique. Non, elle la décrit plutôt comme une potentielle boîte de Pandore. Une menace pour la cohésion nationale. Et c'est là, je pense, notre mission aujourd'hui. Absolument. On ne va pas distribuer des bons ou des mauvais points. On va vraiment plonger dans cette analyse, essayer de comprendre sa logique, ses arguments. Et comprendre pourquoi elle met en garde contre ce qu'elle perçoit comme une fragilisation des fondations même du pays. C'est une invitation, en somme, à regarder sous le capot d'une idée politique qui pourrait vraiment tout changer. Parfait. Alors, allons-y. Décortiquons ça. Au-delà du marketing politique, qu'est-ce que ce fédéralisme communautaire implique réellement, selon cette perspective critique ? Alors, c'est là que tout se joue. L'analyse nous invite à revenir aux bases, aux fondements. C'est-à-dire ? La République camerounaise, comme beaucoup d'autres, est construite sur une idée simple mais puissante. L'unité de base, c'est le citoyen. D'accord. Peu importe qu'on soit Bamileke, Bassa, Peul, Bakweri, devant l'État et devant la loi, on est d'abord et avant tout un citoyen camerounais. Avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. C'est le socle commun qui transcende les origines. C'est exactement ça, c'est le principe du contrat social républicain. Or, le fédéralisme communautaire, lui, vient dynamiter ce principe. Comment ? Il ne dit plus que l'unité de base est le citoyen, mais la communauté, l'acteur politique principal, celui avec qui l'État doit composer, ce n'est plus l'individu. C'est le groupe. C'est le groupe d'appartenance, qui soit défini par l'ethnie, la langue, la région. C'est un changement de logiciel complet. Attends, mais là, on touche à quelque chose de fondamental. Dans un pays avec une diversité aussi folle que le Cameroun, on parle de plus de 250 ethnies. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On prend cette richesse culturelle incroyable et on en fait un critère d'organisation politique ? C'est précisément l'angle d'attaque de l'analyse. Elle soutient que ce modèle institutionnalise la division. La diversité, qui est une force, deviendrait une ligne de fracture officielle. Inscrite dans la loi, dans la manière de gouverner. Exactement. Et l'argument s'appuie sur une observation assez froide de l'histoire, et pas seulement en Afrique d'ailleurs. Qu'est-ce que dit l'histoire, Raton ? Elle montre que lorsque l'identité devient un outil de gouvernance, un critère officiel pour distribuer le pouvoir, pour distribuer les ressources, Oui. elle cesse d'être un simple héritage culturel. Elle devient une arme électorale. On passe de la célébration des traditions à la compétition pour savoir quelle communauté va obtenir le plus. Le débat politique ne porte plus sur des idées, mais sur des appartenances. C'est une pente incroyablement glissante. D'accord, le concept est posé et la mise en garde théorique est claire. Mais là où ça devient vraiment percutant, c'est quand l'analyse s'intéresse aux conséquences pratiques. Oui, elle ne reste pas dans les grandes idées. Non, elle décrit des risques très concrets. Et d'abord au niveau le plus local, la mairie. Comment est-ce que ça se traduirait dans le quotidien des gens ? Et c'est là que ça fait un peu froid dans le dos parce que ça touche à la vie de tous les jours. L'analyse prend des exemples très très parlants. Par exemple ? Imaginez une commune où cohabitent plusieurs communautés. Un maire est élu, non pas sur un projet pour la ville, mais parce qu'il est le champion de la communauté qui est majoritaire. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe le lendemain de l'élection ? J'imagine que la tentation est énorme de servir les siens en premier. C'est le risque principal. Le recrutement à la mairie ? On pourrait privilégier les gens de sa communauté ? L'attribution d'une place au marché, d'un petit marché public ? Pareil. Et j'imagine que pour le foncier, c'est encore pire. Ah, l'accès au foncier. C'est déjà une source de conflits partout. Alors imaginez si des décisions d'attribution de terrain se font sur une base communautaire. C'est la porte ouverte à un clientélisme institutionnalisé. Mettons-nous en situation. Disons qu'il y a un budget pour goudronner une route. La ville a 2 quartiers, A et B, avec des populations différentes. D'accord. Le quartier A en a objectivement plus besoin. Mais le quartier B, c'est celui du maire.
Comment cette logique communautaire influence la décision? Eh bien, dans un système sain, la décision se base sur des critères techniques. L'état de la route, le nombre d'habitants, l'impact économique. Logique. Mais dans la logique communautaire, la pression sur le maire serait immense pour qu'il serve d'abord les siens. Il pourrait choisir de goudronner la route du quartier B, même moins prioritaire, pour consolider sa base électorale. Et là, ce n'est plus de la gestion publique. Non, c'est de la gestion identitaire. Chaque service de base, l'eau, l'école, le dispensaire, devient un enjeu de pouvoir entre les communautés. Et le résultat de tout ça, c'est que la solidarité entre voisins, elle vole en éclats. On entre dans une ère de suspicion permanente. C'est ça. L'autre n'est plus un concitoyen avec qui on construit, mais un rival dans une compétition pour les ressources. On remplace la coopération par ce que l'analyse appelle la compétition identitaire. C'est un poison lent qui détruit le tissu social local. Ok, donc au niveau local, c'est une recette pour le conflit permanent. Mais on pourrait se dire, bon, ce sont des querelles de clocher. Oui, on pourrait. Au niveau national, à l'Assemblée législative, l'impact est peut-être moins direct. Après tout, les députés votent des lois pour tout le pays. C'est une objection logique. Mais l'analyse la juge, en fait, encore plus dangereuse. Ah oui, hein? Pourquoi? Parce que c'est plus insidieux. Le problème n'est pas tant qu'une poignée de députés communautaristes pourrait, à elle seule, faire passer une loi gravissime. C'est peu probable. Le vrai danger est ailleurs. Le vrai danger, c'est leur capacité à changer la nature même du débat public national. Qu'est-ce que tu veux dire par changer la nature du débat? Ça veut dire qu'on ne parlerait plus le même langage. Aujourd'hui, en théorie, un député débat de la meilleure politique de santé pour tous les Camerounais, d'une stratégie économique pour toute la nation. L'intérêt général. Voilà. Si un discours communautaire se normalise au Parlement, chaque discussion va être passée au crible de l'identité. On ne demandera plus si une loi est bonne, mais bonne pour qui ? On glisserait d'un débat sur l'intérêt général à une sorte de marchandage entre communautés. Précisément. Je vote pour ton projet de port dans le sud si tu votes pour mon projet d'université dans l'ouest. Ce serait ça l'idée. Exactement. Le débat public se fragmenterait en une multitude de revendications catégorielles. On parlerait de quotas implicites, de rééquilibrage entre groupes. Chaque nomination, chaque budget, chaque projet de loi serait analysé à travers ce prisme. C'est une érosion de l'idée de nation. Et c'est là que l'analyse sort une phrase choc. Le danger n'est pas la loi votée demain, mais l'idée qui s'installe aujourd'hui. C'est l'érosion lente de l'idée même qu'il existe un bien commun national qui transcende les appartenances. C'est une charge assez lourde quand même. Forcément, face à une critique comme celle-là, certains vont rétorquer que c'est un procès d'intention. Bien sûr. Que ce sont des peurs exagérées. L'analyse anticipe cet argument du « le Cameroun est une démocratie mature, on peut avoir ce débat sans que tout explose ». Oui, et la réponse est... elle est brutale de réalisme. L'analyse refuse de débattre de cette question dans une sorte de laboratoire politique parfait. Elle la plaque sur la réalité du terrain. Elle la plaque sur la réalité du Cameroun d'aujourd'hui. Et cette réalité, c'est celle d'un pays qui est déjà assis sur plusieurs poudrières. Quelles sont ces poudrières ? On pense évidemment à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est la première. Et elle est loin, très loin d'être réglée. Elle a laissé des cicatrices profondes, une méfiance immense. Et ce n'est pas la seule. Non, il n'y a pas que ça. Il y a une défiance généralisée envers les institutions perçues comme lointaines, parfois corrompues, inefficaces. Il y a des frustrations sociales énormes liées au chômage des jeunes, au coût de la vie. Un sentiment d'absence de perspective pour beaucoup. Exactement. Le tissu social est déjà très, très tendu. Donc, le raisonnement, c'est que jeter cette idée de fédéralisme communautaire dans un contexte aussi inflammable, ce n'est pas juste ajouter un sujet de débat. Non. C'est potentiellement jeter une allumette. Voilà, l'analyse utilise cette image. Dans le contexte actuel, une idéologie qui exacerbe les appartenances primaires agit comme un accélérateur de tension. Un accélérateur. Elle vient donner un débouché politique, une justification à des colères et des frustrations qui existent déjà. Au lieu de résoudre les problèmes, elle risquerait de les communautariser. Et ça les rendrait encore plus insolubles. Alors, comment l'analyse se positionne pour ne pas être simplement vue comme une attaque frontale contre un parti politique fustieux ? Quelle est sa posture ? Elle prend beaucoup de précautions là-dessus. Le texte insiste bien sur le fait que le but n'est pas de diaboliser un parti ou de refuser le débat. Le pluralisme, c'est le sel de la démocratie. D'accord. La posture qui est revendiquée, c'est celle d'un devoir de prévention. C'est un appel à la responsabilité collective.
En disant, avant d'adopter un projet de société aussi radical, pesons-en toutes les conséquences. Toutes les conséquences possibles, oui. En gros, le message n'est pas « ne changeons rien », mais plutôt « attention à la nature du changement ». C'est tout à fait ça. L'analyse semble dire que le Cameroun a un besoin criant de réformes, mais qu'il faut choisir les bonnes, celles qui renforcent l'état de droit pour tout le monde, qui donnent un vrai pouvoir aux communes sans les dresser les unes contre les autres, Qui luttent contre les inégalités sociales, et le point crucial, faire tout ça sans jamais enfermer les citoyens dans leurs origines. c'est l'opposition fondamentale entre deux visions de la réforme. Exactement. Une réforme qui émancipe le citoyen en lui donnant plus de droits, plus d'opportunités, ou une réforme qui, sous prétexte de reconnaître les communautés, enferme l'individu dans son groupe d'origine. Ce qui nous ramène directement à l'élection. Finalement, cette analyse, elle transforme complètement la perception du vote. Oui, Ce n'est plus juste choisir un programme pour les 4 prochaines années. Le bulletin de vote devient un choix sur l'architecture de la société. C'est une responsabilité écrasante. c'est le but paraît, élever le débat. L'analyse veut forcer les lecteurs à répondre à une question fondamentale, presque philosophique, qu'elle pose sans détour. Et quelle est cette question ? Voulons-nous un pays de communautés politiques qui négocient en permanence leurs intérêts ou une nation de citoyens égaux qui cherchent un bien commun ? Tout le reste découle de la réponse à cette question. Et pour vraiment marquer les esprits, la conclusion de l'analyse utilise une image très très forte, celle de la fracture lente. Oui, L'idée que les grandes catastrophes nationales ne commencent pas par un grand boom. c'est l'avertissement final et c'est peut-être le plus important. On nous explique que ce genre de dérive ne s'installe pas du jour au lendemain. C'est un processus insidieux. Ça commence comment, Sam ? Ça commence par des idées qui semblent séduisantes, comme la reconnaissance des spécificités. Ça continue avec des élections locales qu'on minimise, en se disant « Oh, ce n'est que la mairie, ça n'a pas d'importance ». Puis viennent les petits arrangements politiques, les compromis pour former une coalition, où on cède sur un principe en pensant que ce n'est pas si grave. Exactement. On fait des concessions, on habitue les esprits, on crée des lois, des pratiques, des institutions qui sont basées sur cette logique communautaire. Et petit à petit, sans qu'on s'en rende vraiment compte, La fracture devient la norme. elle devient la norme et l'analyse se termine sur cette phrase qui est terrible. Puis, un jour, on se réveille et il est trop tard pour recoller ce qui a été institutionnellement séparé On réalise que le vase est brisé. et qu'on n'a plus la colle pour le réparer. En résumé, la conclusion de tout ce qu'on vient de dire, c'est que la vigilance face à ce projet n'est pas une forme de conservatisme ou une peur du changement. Non, au contraire. C'est la condition pour que le changement soit une réussite. Le Cameroun doit bouger, doit se réformer, c'est une évidence. Mais il doit le faire sur des bases qui unissent au lieu de diviser. C'est un plaidoyer pour un progrès qui renforce la cohésion nationale au lieu de la jouer à la roulette russe. Mais, et c'est là que ça devient intéressant pour la suite, cette analyse se concentre beaucoup sur les dangers. Mais elle est très forte pour déconstruire un modèle perçu comme une menace. Mais elle ne propose pas forcément de solution clé en main. Pas directement, non. Et c'est ce qui ouvre une réflexion essentielle. Si on accepte l'idée que le fédéralisme communautaire est une voie risquée, la question qui se pose immédiatement est « quelles sont les alternatives ?» D'accord. Quelles innovations institutionnelles, au-delà de la décentralisation actuelle qui montre ses limites, pourraient répondre à la fois aux besoins légitimes de reconnaissance des identités et à l'aspiration des populations à plus de pouvoir local, sans tomber dans le piège de la fragmentation politique. La critique est faite. Mais le chantier de la solution, lui, reste